Grosso modo, on fait 450 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et un client B2B peut faire une commande entre 50 000 et 100 000 euros. Si on arrive à signer un deal à 100 000 dans l'année, ça change radicalement. Enfin, ce client-là pèse énormément sur notre chiffre d'affaires. Ça reste assez faible au regard du fait qu'on soit déjà 6 ou 7 dans la boîte, au regard de nos marges, etc. Il faudrait, nous on vise à court terme 1 million de chiffre d'affaires pour que le projet Oui, qu'on puisse payer devienne décemment. viable, qu'on puisse aussi investir, se développer. Là c'est vraiment, tout est avec les moyens du bord. On est dans la survie. C'est déjà une réussite de survivre pendant 4 ans, d'en arriver là où on est, mais c'est sûr qu'on est toujours en quête de contrats qui vont nous permettre de passer ce cap du million de chiffre d'affaires. Le pegboard, c'était de dire on a un panneau qui est une base qui ne bouge pas, et puis ensuite on va pouvoir organiser son mur, son espace, son rangement, sa présentation, sa déco, et la changer à l'infini avec des accessoires qui se mettent dedans, qui peuvent s'enlever, qui peuvent se déplacer, etc. C'est un projet dans lequel on voit un potentiel infini. Et ça, je pense que c'était important pour nous deux parce qu'on est quand même des profils assez qui aiment et voir des choses nouvelles tout le temps. Le pegboard, c'est un canevas qui est vierge et sur lequel on peut venir inventer un nombre de choses quasiment infini. C'est qu'au début, notre idée, c'est le cas, je pense, quand on lance un business qui touche à l'objet, on va tout de suite chercher à toucher les particuliers parce que c'est ce qu'on connaît, parce qu'on se dit, tiens, je vais en vendre un à ma mère, je vais en vendre un à des amis qui sont en train de retaper leur appart ou je ne sais quoi. Donc c'était notre cible principale, on va dire, hein. Le pegboard pour la maison, on va toucher des gens qui ont des maisons. Mais il y a eu effectivement un shift progressif parce qu'on s'est rendu compte que le B2B, le marché des professionnels, que ce soit des professionnels de la décoration d'intérieur, de l'agencement de bureaux, de l'architecture, en fait notre marché il était plutôt là en termes de volume de vente, en termes de chiffre d'affaires. Petit à petit on a commencé à s'adresser de plus en plus à cette typologie de clients. Je dirais que le panier moyen au tout début de l'histoire de Quark il était autour de 50-100 euros. Quand on a commencé à étoffer notre gamme d'accessoires, on est passé sur des paniers moyens à 200-300 euros, donc pour des particuliers. Aujourd'hui, je dirais que le panier moyen, quand on travaille en B2B, il va être autour de 2-3 000 euros pour les petits projets et ça peut monter à 20, 40, 100 000 euros pour des projets où on rénove des plateaux de bâtiments ou des choses comme ça. Convertir un client qui va prendre un pegboard à 200 euros, c'est quasiment la même quantité de discussion qu'un client qui va en prendre pour 5 ou 10 000, qui est un prescripteur, qui travaille pour une entreprise qui l'a mandaté pour refaire un espace. On essaye de maîtriser 100% de ce qu'on fait, d'internaliser tous les savoir-faire. Et quand on veut aller chercher un nouveau savoir-faire, on va d'abord regarder ce qu'on est capable, nous, de gérer. On a une approche assez pragmatique qui est faut tout tester, on n'a pas de croyance, il faut être capable de s'arrêter au bon moment si ça ne marche pas et de persévérer si on sent qu'il y a quand même quelque chose. Mais l'idée c'est on teste tout ce qu'on peut tester sans a priori et on voit ce qui marche. Et on garde ce qui marche et on dégage ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui te vient quand tu penses à votre expérience pour l'instant de vente en ligne ? On a commencé avec une boutique Shopify, ça je dirais que c'est la base, d'avoir sa propre boutique sur laquelle les gens vont venir et sur laquelle tu vas pas prendre de commission aussi, hein. C'est-à-dire que les ventes que tu vas faire sur Shopify, c'est vraiment... bon, il y a une petite commission de paiement, etc. Mais voilà, le reste, c'est pour toi. Ensuite, on a commencé à s'inscrire aussi sur des marketplaces. Il y a eu Etsy, il y a eu ensuite les marketplaces B2B, Encore Store, Faire. Etsy, c'est quelque chose qui nous a ramené beaucoup de trafic, notamment des États-Unis. Donc ça nous a permis de nous faire connaître à l'international, là où ça aurait été sans doute beaucoup plus compliqué autrement. Il y a Pinterest qui est intéressant, ceci dit, dans cette optique-là, et qu'il faut, à mon avis, pas négliger, même si nous, on n'est pas des experts, mais bon. Donc Shopify, c'est un peu le point central. C'est l'endroit où vous avez tout le catalogue de tous les produits. C'est là où ça se passe. Exactement. Et après, il y a des modules qui te permettent de déployer toutes tes fiches produits depuis ton Shopify sur 1000 marketplaces en même temps. Donc des trucs, je pense à des trucs comme Miracle. Chaque marketplace a son format, avec le nombre de photos, le format des photos, la quantité de texte que tu peux mettre, etc. Shopify, ça nous laisse beaucoup de liberté parce que tu peux installer des plugins dans tous les sens, tu peux faire ce que tu veux. Sur Etsy, c'est 10 photos, la description est comme ça, on te demande les dimensions, c'est assez limité, on va dire. Il y a aussi l'algo Etsy qu'on contrôle pas et qui donc ouvre les vannes parfois, les baisse à d'autres moments. Il suffit que tu changes une fiche produit pour qu'elle marche plus du tout. Ouais, alors c'est vrai que le Etsy, c'était compliqué de gérer les frais de port dans différentes destinations du monde. On n'avait pas beaucoup de choix
sur notre politique tarifaire. En gros, c'était soit tu payes plein pot et cher, puis après il y avait l'option France où vraiment intéressant ni pour nous ni pour les clients. Donc on a dû créer un deuxième store Etsy qui est seulement pour le marché américain. Etsy accepte de manière générale beaucoup de choses puisqu'ils acceptent très bien aussi qu'un client vienne te poser des questions sur ton produit, sur des fiches produits Etsy et que tu le rapatries vers ta boutique Shopify. Ça les a jamais dérangés, on en a souvent discuté. Alors je pense que l'algo, si tu fais que des ventes sur ton site et jamais sur Etsy, forcément tu vends pas sur Etsy. À mon avis, l'algo finit par te plomber. Mais c'est sûr que pour nous, dès qu'on peut faire une vente sur notre site internet, économise les frais Etsy qui sont de 15% quand même. La commission Etsy est de l'ordre de 15%, donc c'est pas négligeable sur des paniers à 300, 500, 1000 euros. Amazon, beaucoup plus compliqué. C'est tout un monde. On a essayé de vendre Vous sur le faites, Amazon. ouais. Aujourd'hui, on en est un peu revenu parce que la machine est vraiment trop lourde. Tout est compliqué. Dès qu'il faut faire une modif, c'est une galère. On comprend rien. C'est extrêmement mal fait. Alors que j'ai un pote haut placé chez Amazon qui nous a tiré des ficelles dans tous les sens. Il y a des mecs qui nous appelaient des États-Unis en nous disant je vais vous aider, etc. Ça n'a pas marché et je dirais que l'expérience a été catastrophique. Ah ouais, ne serait-ce que réussir à mettre un produit en vente sur Amazon et en plus ensuite de le faire passer en Prime, etc. Enfin qu'il soit expédié rapidement, etc. Ça c'est toute une histoire. Et les gars du support technique sont incapables de te filer des réponses simples. Enfin eux-mêmes comprennent la moitié de ce qui se passe. C'est que des trucs vraiment. Voilà, il faut imaginer Kafka en version e-commerce. Aujourd'hui, on vend plus sur Shopify. Combien de commandes par mois Je dirais qu'on est grosso modo à une commande par jour. Donc on a une trentaine, je dirais une trentaine de commandes par mois à gérer. C'est sûr que quand tu as des boutiques partout disséminées sur Internet avec différentes commissions, différents frais de port, c'est difficile d'avoir une cohérence globale et tu as toujours un client qui va aller fouiner ce que je comprends, hein, on est tous là pour comparer les prix, etc. Mais qui va aller te dire ah mais attendez, sur tel site vous êtes à moins 50% alors que t'as pas du tout le contrôle là-dessus. Enfin, j'exagère, mais ça peut arriver ces situations-là. Donc toi derrière tu dois expliquer le pourquoi du comment alors que t'es pas toujours au clair sur ce qui s'est passé. Il faut passer du temps à aller voir ta fiche produit. Il faut savoir aussi que notre site est traduit en 3 langues, que les traductions sont parfois approximatives, qu'il suffit de faire un changement sur une page et qu'en fait le module de traduction ne fait pas forcément la mise à jour automatiquement. Donc Faire et Encore Store, c'est des plateformes qui sont destinées à vendre à des retailers en fait. Toi, tu es fabricant ou producteur d'un quelconque produit. Les boutiques qui font du retail vont pouvoir s'approvisionner chez toi à des prix du coup détaillants, donc pas le prix public. Ils ont eu des politiques très agressives de lancement. Personne n'avait à payer les frais de port. C'est les plateformes qui payaient, qui avaient levé des millions et qui arrosaient les producteurs et les commerçants que ce soit le plus facile possible. Bon, nous, notre produit n'est pas particulièrement taillé pour être vendu au détail dans une boutique parce qu'en fait, nos panneaux, on a des standards, mais on vend aussi beaucoup en sur-mesure. Il y a toute une galaxie d'accessoires avec tous les coloris possibles. Donc en fait, en boutique, tu peux pas stocker tout ça, expliquer aux clients comment ça marche. Enfin, ça demanderait presque un corner Quark dans des boutiques avec la possibilité de passer commande. Enfin, tu vois, c'est pas un produit, tu repars avec sous le bras comme ça. Non, le pegboard, faut déjà comprendre ce que c'est, savoir où tu vas le mettre chez toi. Tu reviens, tu prends des mesures, etc. Donc on a régulièrement des demandes de gens qui veulent nous acheter notre produit pour le vendre en retail. Pour l'instant, on n'a pas mis trop la main là-dedans parce qu'on n'a pas non plus des marges qui nous permettent de faire du x2 et d'arriver à des prix raisonnables derrière. Enfin, voilà, nous-mêmes, on vend avec des marges de cet ordre-là. Alors, on a testé effectivement pas mal de choses. L'affiliation, donc des plateformes du type Affiliae qui font que si quelqu'un parle de toi avec un lien vers tes produits, il y a un tracking qui est fait et si ça vend derrière, il touche une rétrocommission. C'est quelque chose qui a marché un peu. Finalement, on l'a arrêté. On a eu des créateurs de contenu qui avaient 100 000, 200 000, 500 000 abonnés, qui faisaient des posts, qui faisaient des trucs. Ça n'a jamais déclenché une vague de commandes, quoi. On a eu des trucs qui faisaient une vente, 2 ventes, 3 ventes. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur la rédaction d'articles de blog, qui à une époque, tout du moins, c'était nécessaire pour que Google te voie comme une référence dans un domaine. Tu veux être spécialiste en rangement modulaire, en pegboard. Si tu n'as pas des articles de blog qui sortent chaque semaine ou qui parlent de ça, bah Google va pas te voir comme ayant un statut d'autorité dans le domaine. Ça génère vraiment du trafic. Voilà, c'est quelque chose sur lequel tu capitalises pour le coup parce qu'un article de blog qui marche bien, il peut encore 2-3 ans après générer 100 visites par jour sur ton site, quoi. Donc après, il faut être malin, réussir à rediriger les gens qui sont sur cette page vers d'autres pages de ton site. Mais c'était une bonne stratégie et c'est sûr que être visible sur Google, aujourd'hui, c'est une nécessité. Je veux dire, première chose que quelqu'un fait quand il cherche quelque chose pour sa maison, c'est tu vas sur Google, tu tapes
parce que tu cherches. Donc, tu cherches un pegboard, tu tapes pegboard. Nous, on arrive voilà, en première page, souvent en haut. Dans les stratégies qu'on a utilisées, on a utilisé la vente privée, avec Choose notamment, qui était une bonne plateforme, pour le coup, qui nous amenait alors, on cassait nos prix, et comme on fabrique que à la commande, je dirais que les modèles de vente privée, ça marche super bien pour les fringues, parce que de toute façon, ils ont du stock sur les bras, et ils ont équilibré leur modèle. De toute façon, ce stock, il a été payé d'une façon ou d'une autre par les premiers clients qui ont acheté les produits. Le bradé, même si ça leur fait pas plaisir, de toute façon, ils vont pas en faire grand-chose. Nous, à l'inverse, on fabrique à la commande, donc c'est pas comme si on avait un stock de produits à vendre et à écouler coûte que coûte. Donc on l'a fait plus pour de la notoriété, et donc on a eu un gros flot de commandes d'un coup au moment de la vente. Il faut gérer ce flot. Notre système d'information à l'époque n'était pas ce que c'est aujourd'hui, et donc on faisait des tableaux Excel, il fallait bien suivre, cocher les cases à la main, etc. Mais ça nous a apporté de la notoriété, et derrière, du coup, des clients sont revenus en disant: ah, je vous ai vu sur Choose, j'ai bien aimé, j'ai pas acheté à l'époque, mais machin. Oui, parce que c'est vrai que ce genre de sites internet ont une grosse communauté d'acheteurs actifs. Souvent, c'est voilà, des gens qui sont abonnés à ces ventes privées. C'est des gens qui ont un peu de sous et puis qui aiment bien acheter, voir des nouveaux trucs passer et tout. Donc, c'est sûr que tu tapes tout de suite des clients des prospects très qualifiés. Après, je dirais qu'on écoute et on lit ce qui se passe dans le e-commerce. Et donc, on essaye d'entendre les bonnes pratiques et de les mettre en place. Il y en a certaines qui sont adaptées à notre business, et la plupart d'entre elles ne fonctionnent pas. Et donc, du coup, il y a beaucoup de coups d'épée dans l'eau. Et je pense que ce que disait Roman tout à l'heure est très vrai. Il faut de la résilience pour se dire: OK, ça n'a pas marché. Peut-être, on s'y est mal pris. Peut-être qu'on n'avait pas les bons éléments, on n'avait peut-être pas les bons visuels, les bonnes choses comme ça. Donc, il va falloir qu'on améliore certains éléments, et peut-être qu'il faudra retester cette technique. Bon, après, du coup, récemment, on a testé les salons. Et donc, on était présent sur Maison et Objets. Mais c'était la première fois qu'on avait notre stand. Donc là, c'est un gros travail de fond qui nous a coûté du temps, de l'argent Et de et de l'énergie. Il faut tenir le stand. Verdict, des très bons retours. Donc ça, il faut savoir écouter ce que disent les clients ou les prospects, et réussir après à mettre de l'énergie de retour à l'atelier pour faire évoluer la marque en fonction de ces retours. Déjà, s'ils sont en phase avec ce qu'on pense. Mais on a eu beaucoup de retours sur les couleurs. Et donc sur le stand, c'était en partie ce qu'on voit derrière nous. Et donc c'était des lignes d'accessoires. Et ça a interpellé énormément de monde. Et surtout que les accessoires les plus colorés étaient en hauteur. Et donc on avait beaucoup de personnes qui venaient sur le stand en se disant: ah, c'est quoi ces couleurs? Déjà, on a vraiment senti une problématique liée à la tendance des couleurs, auxquelles moi personnellement je ne prêtais pas attention. Quelles sont les couleurs tendances, et qu'est-ce qui va être prescrit dans l'année 2025 et en 2026? Moi, c'est vrai que j'aime bien ouvrir des portes. Une fois que la porte est ouverte, j'aime bien passer à la suivante. Alors qu'en réalité, il faut quand même acter des choses et mettre des cales et s'assurer que cette situation-là, elle est bien maîtrisée, ou ce produit-là, il est bien maîtrisé. Donc avant de passer à l'étape d'après, on s'assure que telle situation est quand même bien maîtrisée, même si c'est jamais maîtrisé à 100%. Mais donc parfois, c'est frustrant parce qu'on ralentit le rythme pour s'assurer que la chose est bien maîtrisée. Le fonctionnement, j'essaie de voir pour me mettre dans la tête quelqu'un qui vraiment gère une entreprise comme ça. Je pense que ça peut intéresser plein de gens sur la chaîne. C'est une réflexion au mois, c'est ça, se dire il faut faire ce chiffre d'affaires sur le mois pour que ce soit validé, quoi. Que c'est bon, on est sauvé, ou c'est sur une année. Il y a une trésorerie sur combien de temps? Enfin, ça. Je pense que ça dépend vraiment les mesures, quoi. Je pense que ça dépend vraiment de ton type de business, de ton stade de développement. Nous, on est toujours au stade de développement, entre guillemets, où ça se fait au mois. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'investisseur qui peut remettre de l'argent sur la table s'il y a besoin. Donc on sait que chaque mois, il faut qu'on paye notre loyer. Sinon, ça va mal se passer. Et les salaires, bien sûr. Je pense au loyer parce que les salaires, s'il y a une difficulté, pas que c'est moi, on se dit on se paye pas ce mois-ci, on se payera notre salaire de juillet en août ou en septembre. Voilà. Jusque-là, c'est pas trop arrivé. On arrive à payer tout le monde, on arrive à payer le loyer, mais accompagner la croissance de l'entreprise avec la production, avoir les deux en même temps qui peuvent, en fait, t'augmentes ton volume de commandes, tu es obligé d'augmenter ta taille d'atelier. Puisque pour faire rentrer du chiffre, il faut des grosses commandes, mais pour faire des grosses commandes, il faut un atelier plus grand. Mais on ne peut pas investir dans l'atelier plus grand si on n'a pas le chiffre de la commande.
C'est comme, on est obligé de croître de façon un peu organique comme ça, par itération. Ah bah on a eu cette commande, on va pouvoir s'équiper un peu mieux, etc. Mais il y a des gaps. Là, on vient d'arriver dans cet atelier qui fait 230 mètres carrés. On avait un peu moins de 100 mètres carrés avant. Ça fait un gros gap de loyer. Voilà, on l'a fait parce qu'on a senti que l'activité se développait. Mais c'est aussi un risque. Quand tu regardes finalement ce qu'est l'entreprise et ce qu'elle propose, tout ce que tu vois de Quark et tout ce qui est proposé par Quark, c'est des choses qu'on maîtrise jusqu'au packaging. C'est quelque chose le packaging, on l'a conçu nous-mêmes. On a fait fabriquer des pièces sur mesure pour venir protéger justement les arêtes des pegboards. Là, on voit justement une des pages d'accueil du système d'information. Ça nous permet de voir tout de suite là en un coup d'œil le nombre de commandes encore ouvertes, le nombre d'étapes qui sont validées. Et donc là, tout de suite, on sait que toutes les commandes qui peuvent partir sont parties, elles ont été expédiées. Il y a des colis encore à préparer. Donc là, lui, il est codé en Python de ce travail qui a été accompli par notre alternant. Quand on a commencé, on s'est dit, le site internet, ça va être le plus dur. Et on a eu la première commande. Et là, on s'est rendu compte mais comment on envoie ce truc? Je me souviens du premier colis, on avait pris du papier bulle, on avait entouré le pegboard et la personne nous a dit, j'ai jamais mis autant de temps à déballer un produit. C'est très sécurisé, mais ne faites plus jamais ça. Donc on s'est dit, ok, donc là, c'est très sympa ce pegboard, mais on va avoir une galère pour le packager parce qu'on n'avait aucune idée de comment s'y prendre. Et après, du coup, dès qu'on recevait des produits, on regardait justement comment ils avaient été packagés. Et encore, c'est plat. Ouais, ça sera un canapé. Je ne sais pas comment les mecs qui gèrent des canapés assurent cette logistique. En fait, ça a démarré de cette manière extrêmement simplement, sans aucun contrat, sans aucun pacte d'associé. Le lendemain, il est arrivé avec son ordinateur dans mon atelier. Il s'est mis tout de suite à créer le site internet, etc. Et moi, je suis parti tout de suite essayer de faire un premier proto. Finalement, on s'est mis à bosser. Et c'est un peu, je dirais que ça résume pas mal la philosophie de Quark. En fait, on n'attend pas, on met les mains dans le cambouis, on teste quelque chose. Ça sert à rien de faire un pacte d'associés si en fait on se rend compte au bout de 2 jours qu'on n'arrive pas à travailler ensemble. S'il faut créer une structure, on la créera. S'il faut, alors, on avait déjà des structures respectives, mais c'était un peu l'idée, quoi. On y va et on lance un produit le plus vite possible. J'aime bien solliciter sur Internet pour parler de travail du bois, pour parler de différents business, etc. C'est la communauté HFR, Hardware FR, qui sont plutôt axés informatique de base, mais ils ont des sections un peu artisanales. Et j'ai tout de suite montré les photos du proto. Voilà, les gars, ils me connaissent là-bas et je leur ai dit, voilà, on vient de sortir ce concept. C'est un produit à 50 balles. Ça part chez vous la semaine prochaine. Qui est motivé pour placer une commande? Parce que ça aussi, c'est une autre approche, c'est de dire, en fait, il n'y a pas de business, il n'y a pas de commande. Et tant qu'on ne commence pas à vendre, on brasse de l'air, quoi. Finalement, tant que personne a sorti sa carte bleue, ton produit, il peut avoir toutes les qualités du monde. Il vaut rien, entre guillemets. Et l'idée, c'était tout de suite de valider le potentiel business de cette idée en disant, on a un proto, qui est chaud pour dégainer la carte bleue? Et en fait, tout de suite, on a eu 20, 25 commandes. Alors, j'ai quasiment pas, au début, le packaging, c'était n'importe quoi. Tout à prix coûtant. On s'en fichait un peu, finalement. On a calculé grossièrement nos coûts, mais nous, on était très prussards. Moi, quand je suis arrivé dans l'atelier de Roman, donc on a commencé dans l'atelier de Roman, Quark. Donc Roman avait la petite CNC qui est encore à côté. Et je suis arrivé avec mon ordi et une Prusa MK3 en lui disant, bon, l'impression 3D, c'est vraiment trop bien. Va falloir qu'on s'en serve, je ne sais pas comment on l'utilisera. Et donc, on était très attachés quand même à Prusa. Et je pense que beaucoup de personnes dans la communauté sont attachées à Prusa, qui représente plein de choses autour de l'open source, autour d'une machine qui s'entretient facilement, qui peut s'updater facilement avec des coûts relativement raisonnables. Et ce qui est en train de se passer entre Bamboo Lab et Prusa, je pense, interpelle énormément de personnes. Dans le milieu maker, on peut avoir l'impression que l'impression 3D est très connue. En réalité, je dirais que le grand public, majoritairement, sait que ça existe, ce mot circule, mais ne sait pas trop ce que ça signifie. Et quand on explique qu'on peut changer une bobine et que le même produit peut sortir dans des couleurs différentes, quand elles voient les produits, elles disent « Ah, mais en fait, vous pouvez fabriquer ce même produit dans plusieurs couleurs. » Nous, c'est important qu'un client se dise, surtout un prospect B2B qui est capable de prendre un peu de volume, c'est bien qu'il se dise « Moi, les couleurs de mon entreprise, je pourrais les retrouver dans ces accessoires. Et je sais que Quark est capable d'aller sourcer des bobines dans une couleur ou dans une autre et que peut m'accompagner, l'entreprise peut m'accompagner dans la création d'une offre vraiment sur mesure. Quand les clients nous envoient des photos en nous disant j'adore,
Tu vois, c'est des trucs qui sont assez distants parce que souvent c'est des photos, mais quand on a des petits mots de j'adore mon bureau grâce à ça, grâce au pegboard, dans le monde entier on a envoyé des pegboards en Alaska. Quand les gens te disent j'adore le produit, t'es là, bah, attends, nous on est à Paris, les mecs ils sont en Alaska, ils ont des pegboards et tous les jours ils utilisent leur pegboard et ils sont contents. Ça fait plaisir.